Bonjour, dans cette capsule du Cérium, l'Ukraine qui est rongée par la corruption. Le scandale qui a convaincu les démocrates de lancer la procédure de destitution contre Donald Trump passe par l'Ukraine. On le sait, le président américain a tenté de négocier l'aide militaire américaine à l'Ukraine en échange d'informations compromettantes sur les activités supposément corrompues du fils de l'aspirant démocrate Joe Biden, Hunter Biden, en Ukraine. Par la bande, le scandale donc ramène le problème de la corruption en Ukraine, un problème endémique. Selon le dernier classement de l'ONG Transparency International, l'Ukraine est 120e pays au monde sur 180, loin derrière ses voisins de l'Union européenne, à laquelle le pays aspire à adhérer un jour. Donc, pour discuter de ce problème de la corruption en Ukraine, j'ai avec moi Guillaume Sauvé, qui est chercheur au Cérium et spécialiste de l'espace post-soviétique. Bonjour Guillaume. Bonjour. Donc, première question, bien concrètement, quelle forme prend la corruption en Ukraine? À quoi ressemble ce système? Oui, alors juste pour mettre en fait la situation en contexte et plus précisément les événements auxquels vous venez de faire allusion, euh, euh, disons que cette affaire, ce qu'on a appelé le Zelensky Gate, Du nom du président du nom du ukrainien. président ukrainien, donc Zelensky, avec lequel Trump a eu cette conversation potentiellement compromettante. Eh bien, ce Zelensky Gate, il est très présent dans les médias ici et avec raison parce qu'il pourra avoir des grandes conséquences sur la politique américaine. Mhm. Mais en Ukraine, on en parle à peine, tout simplement parce que c'est purement anecdotique. Ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres de la corruption qui effectivement gangrène l'Ukraine. Euh, et donc, effectivement, il faut bien comprendre que la corruption en Ukraine, ce n'est pas simplement un problème d'éthique personnelle des dirigeants, Mhm. ça a un caractère systémique. C'est-à-dire que c'est inscrit dans des mœurs, dans l'organisation de la société. Et donc, le phénomène qui est tout simplement reflété par l'événement dont on parle ici, ce phénomène, il est représentatif de quelque chose qui n'est ni nouveau en Ukraine, ni même en fait particulièrement original dans la région post-soviétique. Donc, il n'est pas nouveau parce qu'en fait, ça reflète un mode d'organisation de la société, comme je disais, qui remonte au moins aux années 70, donc même à l'origine sous le régime communiste. Pourquoi spécifiquement les années 70? Pourquoi on remonte aux années 70? Parce que c'est l'époque de ce que Brejnev, à l'époque donc secrétaire général du Parti communiste, avait appelé la politique du respect des cadres. Euh, C'est-à-dire le fait qu'on désormais on n'allait pas attenter aux responsabilités des bureaucrates. Oui. Ce qui a permis donc aux bureaucrates du système soviétique de se constituer des fiefs régionaux autour de leurs différentes responsabilités. Mhm. Et donc se sont construits ce qu'on appelle des pyramides de clientélisme. Donc clientélisme, ce qui est un terme technique de sciences politiques pour décrire ces relations d'échange et de bons procédés informels, où on échange la loyauté politique contre du favoritisme dans la distribution des ressources. Mhm. Et donc, déjà à l'époque soviétique, toutes ces différentes pyramides de clientélistes existaient, mais elles étaient dans un sens tempérées par le caractère centralisateur du Parti communiste. Avec Mhm. la dissolution du Parti communiste, dans les années 90, le clientélisme a tout simplement explosé et est devenu le mode principal d'organisation réel, bien qu'informel de la politique, malgré l'existence de lois formelles, une constitution démocratique, la tenue d'élections, etc. Et tout ça, on le voit dans le système politique, mais aussi dans le système économique. Bien sûr, au moment de la privatisation, justement, on a vu en Ukraine comme en Russie l'émergence de figures, justement, clientélistes, les patrons clientélistes, qui, dans ces deux pays, on les a appelés du même nom, qui sont les oligarques. On a Ouais. sûrement déjà entendu parler. En Ukraine, c'est très connu. En Russie, peut-être encore davantage. Et donc, ces oligarques contrôlent soit certaines branches de l'économie, soit certaines régions du pays. En Ukraine, c'est souvent les oligarques, le pouvoir des oligarques sont souvent liés à certaines régions. Donc, les oligarques de Dnipropetrovsk, les oligarques de Kiev, les oligarques de Lviv, les oligarques de Donetsk, de Kharkov, etc., etc. Mhm. Et donc, la politique est organisée ou en fait est constamment pourrie par les relations qui sont informellement des luttes de pouvoir entre les oligarques plutôt que des réelles élections. Et ça, c'est particulier à l'Ukraine, c'est-à-dire, vous l'avez dit, le problème de corruption, c'est assez répandu dans Oui. l'espace soviétique.
Mais il y a quelque chose de particulier à l'Ukraine. Voilà. Alors, il y a deux choses qui sont particulières à l'Ukraine. Ce système clientéliste, on le retrouve dans tout l'espace post-soviétique, dans une moindre mesure dans les pays baltes parce qu'ils sont rentrés dans l'Union européenne, puis il y avait tout un système de conditionnalité qui ont réformé leurs institutions. Mais tous les autres pays post-soviétiques ont, à des degrés divers, ces systèmes clientélistes. L'une des spécificités à l'Ukraine, mais qui est commune avec la Russie, c'est que ce sont, comme j'ai dit, des oligarques et non pas des chefs de clan, comme en Asie centrale, où on a les mêmes pyramides clientélistes, mais c'est plutôt basé sur des liens ethniques ou familiaux, alors qu'en Ukraine et en Russie, donc c'est plutôt sur des liens régionaux ou la possession de certains domaines économiques, secteurs économiques. Et l'autre spécificité qui, là, sur ce point, distingue l'Ukraine de la Russie, c'est qu'en Ukraine, il n'y a jamais eu de coordination centrale des oligarques par un pouvoir fort. C'est éclaté. C'est pas que le pouvoir central n'a pas essayé. Ils ont essayé tant bien que mal de coordonner les oligarques. Mais il y a une très spécifique à l'Ukraine, c'est que l'Ukraine est culturellement et linguistiquement très divisée entre les régions de l'Ouest qui sont plutôt pro-européennes et les régions de l'Est et du Sud qui sont plutôt pro-russes, pour dire les choses rapidement. Oui. Et donc, en fait, les oligarques ont eu beau jeu à chaque fois, puisqu'ils sont associés à chacune de ces deux régions, de toujours jouer la division culturelle dans leur lutte contre les autres oligarques, de telle manière qu'en fait, il n'y a jamais un président qui a réussi à établir de manière claire son soutien par l'ensemble de l'Ukraine. Il était toujours fragile face aux oligarques de ceux qui ne l'avaient pas élu, sauf Zelensky, qui est élu en avril dernier avec le soutien et de l'Ouest et de l'Est et du Sud. Donc, il y a un potentiel pour... Il y aura un potentiel... Peut-être pas solutionner tout le problème, mais le réduire un peu? Effectivement. Et donc, il a été élu là-dessus, sur un programme d'abord, la paix, ce qui est une autre question, là, toute la question dans le Donbass, et la lutte contre la corruption. Et de fait, il est dans une situation nouvelle dans l'Ukraine post-soviétique d'un président qui a une base de légitimité dans les deux parties de l'Ukraine et donc qui n'est pas entièrement dépendant d'un des groupes d'oligarques. Il y a des soupçons qui soient liés à l'un d'entre eux, mais passons rapidement là-dessus. Et donc, en fait, il y a un espoir qu'il soit capable, lui, de faire des luttes anticorruption comme Saakashvili a pu le faire en Géorgie précédemment. Et donc, ça se pourrait qu'il y ait un progrès de ce côté-là. Le problème, c'est que la contrepartie pourrait être la centralisation du pouvoir et donc l'Ukraine pourrait devenir moins corrompue et plus autoritaire. C'est comme un difficile choix à faire, mais certainement à suivre. Guillaume Sauvé, merci beaucoup. Je souligne, avant de terminer, que vous venez de publier, c'est sur un sujet différent, mais on reste dans la région, Oui. Subir la victoire, essor et chute de l'intelligentsia libérale en Russie de 1987 à 1993. C'est publié aux presses de l'Université de Montréal. Guillaume Sauvé, merci beaucoup. Ça fait plaisir.